Bienvenue sur ETV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Cheikh Omar Diallo. Cheikh Omar Diallo, on ne le présente plus, les Sénégalais le connaissent. Cheikh est ce qu'on appelle il est juriste et communicant, il est docteur en sciences politiques, expert en communication. Il est directeur et fondateur de l'école d'art oratoire et de leadership, AEAO, de Dakar. Il est par ailleurs directeur général du cabinet Com Direct, professeur d'art oratoire et coach formateur en leadership. Cheikh vient de sortir son nouveau livre, c'est celui-là. Il s'appelle La parole gouverne le monde. Cheikh Diallo, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi ce livre? Bonjour, Monsieur Alassane Samba Diop. C'était un plaisir délicat de me retrouver face à vous. Et c'est également un plaisir réel. Je n'ai pas fait d'émission télévisée depuis 8 ans facilement. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi un livre sur l'art oratoire, la prise de parole en public, le leadership? Parce que, voyez-vous, écrire, c'est une autre façon de continuer de prendre la parole. J'ai cité Bala Faseke Griot depuis le grand-père du grand-père de son grand-père. L'écrit, pourquoi? Deuxièmement, pour démocratiser l'art de la prise de parole. L'éloquence aujourd'hui dans les entreprises, dans les cabinets, sur le champ politique, dans l'espace public, n'est plus un don, c'est une compétence. Et donc il était normal pour nous qui avons capitalisé autant d'heures, des milliers d'heures de formation et plus de 3000 orateurs formés, de regrouper la somme de nos modestes connaissances dans un livre. C'est mon 3e livre, La parole gouverne le monde, et je rends grâce à Dieu d'avoir été très bien reçu par les librairies du Sénégal et des autres pays membres du CAMES. Voici le pourquoi de cette œuvre. Vous avez dit La parole gouverne le monde. Pourquoi? Mais pour plusieurs raisons. La première d'ailleurs, quand vous allez aux Nations Unies, la charte de San Francisco du 26 juin 1945, il est bien précisé que pour résoudre les violences politiques, il privilégie la parole persuasive. Quand vous y allez, les gens ne sont pas en train de danser ou de chanter ou de manger, ils sont en train de parler. Première raison. Deuxième raison, parce qu'au commencement était la parole. Celui qui a le verbe à la communication, celui qui a la communication à la communion, celui qui a la communion à la communauté. Parler, tout le monde sait parler, mais tout le monde ne sait pas bien s'exprimer. Prendre la parole, c'est indirectement prendre le pouvoir. Beaucoup de dimensions entrent en jeu. La première dimension qui entre en jeu, ce sont les mots, la communication verbale. Mais les mots, détrompez-vous, ils sont importants. Un mot, tout est perdu. Un mot, tout est sauvé. Mais ils ne font pas tout le discours. Il y a également la communication paraverbale. C'est quoi la communication paraverbale? C'est les nuances de la voix qui font le discours. Les mots sont moins importants que la manière de dire les choses, la manière de prononcer les mots. C'est là qu'intervient une somme de considérations comme le silence, le regard, la posture assise ou debout de l'orateur, la communication non verbale. Et enfin, l'empathie. Les Grecs parlent de compassio verake. L'empathie, c'est la capacité de pouvoir se mettre dans la tête d'Alassane Samba Diop, à la place du téléspectateur, pour décrypter et délivrer le message attendu de lui et par lui. Dans votre livre, vous dites que beaucoup parlent, mais peu savent s'exprimer. Comment s'exprime-t-on? Je ne dis pas ça directement, ni de façon aussi plus tôt, mais j'explique que la parole, c'est un code. C'est d'abord 3 choses fondamentalement. C'est plaire, délectare. Quand on prend la parole, il y a l'exhorte, il y a les mots de bienveillance. Merci Alassane Samba Diop de m'avoir donné la parole. Il y a également la conviction, convaincre. C'est très important, dos serré. Et il y a enfin émouvoir. Voici à peu près les 3 niveaux dégagés par un orateur hors pair du 1er siècle. Cicéron, orateur majestueux, avocat flamboyant, qui a théorisé un peu ces 3 séquences et ces 3 niveaux
de la prise de parole. Quand on parle, on ne tient pas seulement compte de l'émission du message. Beaucoup sont dans l'émission du message, dans la parole rudimentaire, toujours les mêmes verbes être et avoir. Ils ne sont pas essentiellement dans la réception du message. Or, la parole est pour moitié à celui qui parle et pour moitié à celui qui écoute. J'ai cité au passage Montaigne, fabuleux orateur du XVIe siècle, moraliste, qui a compris que le cœur de la prise de parole, c'est d'abord celui qui reçoit le message. Il y a l'émetteur, il y a le récepteur, mais il y a surtout le neurotransmetteur. Et faire en sorte que le transmetteur devienne un neurotransmetteur, c'est là la fusion et l'osmose entre celui qui parle et celui qui reçoit. Nous expliquons toutes ces techniques-là, de la rhétorique à la pratique. Parce que la rhétorique, c'est la science du bien dire. C'est l'art de dire éloquemment les choses. L'orateur est un homme bien qui parle bien. En vérité, ça s'appelle tout simplement la science de la conviction. Bien, ça c'est le premier aspect. C'est convaincre, c'est un homme bien qui parle bien. Le deuxième aspect, fondamentalement, dans la prise de parole, c'est arriver à fléchir, à chercher la part de la victoire pour emporter l'adhésion. Là, c'est important dans cette prise de parole. Dans ce sens-là, il faut se mettre indirectement ou directement à la place de celui qui écoute. Vous savez, parler, c'est un besoin. Mais écouter, c'est un art. Placer le public ou son interlocuteur dans les dispositions de se faire comprendre, de se faire écouter, c'est très important. D'abord parce que parler, c'est être vu. Dès qu'on est assis, le corps parle à votre place. C'est ensuite être entendu et c'est après être compris au sens large. Le kéros, l'instant, pour parler comme les Grecs, c'est à partir du moment où vous dites « Monsieur Diallo, Docteur Diallo, bienvenue, merci d'avoir accepté ». La parole vient de commencer parce que rien que ma façon de vous regarder, de vous écouter, prouve si je suis à l'aise ou pas, si je respire bien ou pas. Parce que derrière chaque bon orateur se cache d'abord un bon respirateur. Dans votre livre, Oui. vous dites que de plus en plus, le monde d'aujourd'hui, les managers, les leaders, parlent de plus en plus, écrivent de moins en moins. Comment aujourd'hui arriver à former ces managers à bien parler, à être surtout bien entendus? Nous avons pour cœur de métier de former les leaders, les managers, les top leaders, les top managers des grandes entreprises nationales, ici même, d'où qu'elles viennent. En général, il n'y existe aucun métier dans lequel la prise de parole n'est pas fondamentale. Vous trouverez ce métier, on s'organisera pour vous faire un défi d'1 million sur la table. Ça n'existe pas. Donc, puisque ça n'existe pas, plus vous montez dans la hiérarchie, moins vous écrivez et plus vous parlez. Quand ils viennent, c'est pour convaincre en 5 minutes. Ça s'appelle l'art du pitch. On vous demande, en vérité, vous n'avez que quelques secondes, quelques minutes pour emporter l'adhésion. Nous sommes dans un monde de vitesse et d'exigence. Il ne s'agit plus de chercher les lettres capitales, mais l'argument juste et quelquefois même l'argument fort pour emporter l'adhésion. Ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail pour arriver à cela. Oui, et même après le travail, parce que le talent, sans la pratique assidue, est inutile. Ça s'appelle du travail, de la concentration. Le secret le mieux gardé de tous ces top managers, brillantissimes orateurs, qui convainquent, qui emportent les autres, les uns et les autres, c'est la préparation. C'est la figure de style la plus forte, la mieux gardée. Je vais vous donner un exemple extraordinaire. Thomas Jefferson, 16e président des États-Unis, autodidacte, bûcheron de métier, de père en fils, etc., avocat autodidacte. Il a sorti une phrase intemporelle. Si j'ai 5 heures pour couper un arbre, j'en prendrai 4 pour aiguiser ma lame. Le secret le mieux gardé, c'est la préparation. Même improviser ne s'improvise pas. Donc,
lorsque vous préparez, et j'explique dans ce livre comment Thomas Sankara, Maître Abdoulaye Wade, le président Macky Sall, Macron, Obama et tous ces gens-là, comment est-ce qu'ils préparent sérieusement tout au moins les passages les plus importants de leur discours. Parce que comme je disais à l'entrée, un mot, tout est perdu, interprétons, un mot, tout est sauvé. Je sais que on va en venir plus en profondeur. Donc la préparation, c'est la première chose. Et deuxièmement, la clarté du discours. L'éloquence aujourd'hui, c'est la clarté. Vous êtes dans un monde de vitesse et d'exigence. On n'a plus le temps de faire des discours de 2 heures de temps, des discours à la Fidel Castro, des discours de Kadhafi, de Ahmed Sékou Touré. Aujourd'hui, le temps de parole est réduit. C'est venu du fait que William H. Harrison, 9e président des États-Unis, à la cérémonie d'investiture, dans un froid glacial, a fait un discours exagérément long et ennuyeux. Résultat, il sort avec une pneumonie. Il a eu le mandat le plus dramatique et le plus bref des États-Unis. Il a passé 32 jours au pouvoir, 12 heures au pouvoir, 32 minutes au pouvoir. Pardonnez-moi le terme, on les appelle les morts à la con de l'histoire. Donc, depuis ce jour, depuis ce temps-là, la parole est de plus en plus courte. Vous allez dans les lieux de discussion, Assemblée nationale, Conseil des ministres, etc., le temps de parole est limité. Donc, si vous avez 5 minutes, par où commencer? Que faire? L'élément de base pour convaincre, c'est d'envoyer l'idée principale en premier lieu. C'est ça la technique nestorienne, la technique de Samori Touré. Samori Touré, 1830-1900, dans la bataille de Sikasso, quelle est la bataille de Sikasso? Qu'est-ce qu'il fait pour remporter et déstabiliser les troupes coloniales qui envahissaient, qui avançaient? Il met les troupes les plus aguerries en première position, les troupes plus ou moins moyennes au milieu, les troupes décisives à la fin. Ce qui fait que quand vous argumentez, que vous envoyez la première argumentation, le premier argument, Alassane te dit, ah, cher, c'est pas la peine de continuer, tu m'as déjà convaincu. Chaque fois que vous entendrez cela, c'est que dans la hiérarchie des arguments, l'orateur a placé l'idée forte en première position. Peut-être s'il y a une idée moyenne, elles sont inégales, on peut le mettre au milieu. Ensuite, une autre idée qui déstabilise. Mais si vous commencez une réunion, vous connaissant, vous êtes directeur, par l'argument le plus faible, que va-t-il se passer? Ben, vous n'allez pas emporter le processus de fabrication du consentement. Les gens vont dire, s'il vous plaît, ils vont fermer leur maison mentale. Donc, c'est très important, ici, dans l'art de convaincre, de commencer par l'idée forte, l'argument qui tue, entre guillemets, la phrase ou le mot juste. Et après quoi, vous pouvez dérouler. C'est tout le contraire de l'écrit. Vous savez, à l'école, on nous apprend ce qu'il faut dire à Alassane Samba Diop, mais jamais comment le dire. Le drame du système francophone, c'est que nous avons survalorisé l'écrit aux dépens de la parole. Or, la parole gouverne le monde, elle amène le monde, elle amène le monde et elle mène le monde. Vous insistez dans le livre sur l'authenticité dans la prise de parole. Rester authentique, comme Cheikh Anta Diop l'a été. Absolument, je développe cela parce qu'il y a une authenticité dans la prise de parole. Rester soi-même. Nous sommes 7,5 milliards sur Terre et chaque être est identique. Dans la prise de parole, la valeur la plus fondamentale, c'est de rester soi-même. C'est faire ce qu'on a à faire. Mais en tenant compte du fait que vous n'êtes pas dans une discussion avec vous-même, il y a la prise de parole en public. Entre en jeu plusieurs éléments, dont le regard. Dans la prise de parole en public, le regard, c'est le pouvoir. Détrompez-vous, c'est par le regard qu'on se fait écouter. Vous faites un discours et vous regardez que ceux qui sont à votre gauche, parce que vous êtes socialiste, entre guillemets, et vous ignorez ceux qui sont à votre droite, mais vous ne les regardez pas, qu'ils ne vous regarderont pas. Ils vont baisser le taux d'attention sur chaque discours de 60 minutes. Il y a chaque 10-15 minutes quelqu'un qui s'absente physiquement présent, mais qui pense à un texto envoyé à un mail. Comment faut-il le récupérer? Par deux choses. Le regard est le fil conducteur. Le regard, c'est le pouvoir. Le regard n'a pas le même sens en Afrique qu'en Europe. Quand on regarde quelqu'un en face en Afrique, c'est considéré comme étant un manque de respect. Et en Europe, c'est totalement différent. Vous posez là une bonne question. Je vous remercie au passage. Vous et moi,
Et tous ceux qui nous suivent en général, on nous a appris depuis le bas âge, alors que j'étais enfant, on ne doit pas regarder l'autorité supérieure en phase parentale, universitaire, religieuse. Mais jamais au grand jamais, on nous a dit, Alassane, lorsqu'il te viendra l'idée de prendre la parole devant tes pères, devant tes amis, tu ne dois pas les regarder dans les yeux. Tu ne les regardes pas dans les yeux, c'est que ton discours ne passe pas. Alors il y a une différence entre lire son discours et prononcer son discours. Lire son discours, c'est passer plus de 50% de son temps, être prisonnier de son support. Prononcer son discours, c'est le corps qui fait vivre le langage. C'est porter le discours. Et ça passe par le regard et le silence. Donner le sentiment fondé que vous regardez tous ceux qui sont autour de nous dans la salle. Ils vous regarderont, ils vous écouteront. C'est ça le fil conducteur, c'est des projecteurs. Le regard, c'est un flux d'informations. Et ce regard a deux fonctions, ou même trois. Il vous permet d'abord de recueillir le maximum d'informations au moment où vous continuez votre discours. Suis-je entendu? Suis-je bien écouté? Suis-je compris? C'est le regard qui vous donne cette information. C'est leur texte. C'est dans le texte également. La deuxième fonction du regard, il vous permet de captiver votre auditoire, un regard conquérant. Si votre regard est fuyant, hésitant, vous regardez le plafond quand vous parlez, c'est un marqueur qui prouve que vous n'avez pas une forte confiance en soi. Tout le château de la prise de parole, c'est la confiance en soi en mouvement. Il y a ensuite le silence. Il n'existe pas de grands discours, de petits discours sans le silence. Imposer son silence dans le discours, c'est s'imposer tout simplement. Il faut vous détromper. Ceux qui viennent chez nous n'ont pas compris au départ. Ils parlent comme des roquettes. Or, la ponctuation orale existe. La virgule, c'est 1 seconde ou 2 de silence. Le point, c'est 2 ou 3 secondes de silence. L'espace sonore que vous voyez ne doit pas et ne peut pas être rempli en permanence. C'est pour cela, justement, qu'un homme politique comme Idrissa Seck a compris une phrase silence-respiration. Il y a une différence fondamentale entre le silence d'hésitation et le silence d'autorité. Le silence facilite l'audibilité du discours. Tous les silences ne font pas le même bruit, mais tous les silences méritent d'être écoutés. Dans le cœur de la prise de parole, l'interaction silencieuse, c'est le premier secret. Oui, le silence est le plus fort de tous les bruits, si ce n'est le bruit le plus fort. Et donc, on ne peut pas, à côté de la parole, faire abstraction. Il y a une sorte de gémellité, c'est une paire de ciseaux. C'est vrai qu'en télé, en radio, en communication, c'est autre chose, parce qu'une seconde, c'est beaucoup. Mais dans la prise de parole, c'est ramener l'intelligibilité du discours au niveau général. Tout le monde n'a pas la capacité d'absorption de ce même discours. C'est pour cela que le silence qui s'appelle l'aposiopèse. L'aposiopèse, c'est le plus signifiant de tous les silences. Vous regardez tous les grands hommes, quand ils prennent la parole, ils sont soucieux de la qualité du silence. Cette qualité du silence détermine le discours. Ça apporte la netteté du discours en même temps que l'articulation. Tantôt, vous disiez que qu'en lisant son texte, il faut des fois savoir sortir du texte, regarder et parler. Mais il arrive que des gens, quand ils sortent leur texte, ils disent des choses qui peuvent demain devenir très dangereux ou bien fâcheux pour eux. Vous avez vécu l'expérience avec Abdoulaye Wade, le fameux Wakhet. Oui, ça c'est différent. Je vais vous expliquer un peu comment Maître Abdoulaye Wade, le président Wade et par exemple Macky Sall font leur discours. Pour Wade, par exemple, dire c'est faire. Pour Macky Sall, faire c'est... Oui. Et donc, pour Abdoulaye Wade, si le discours est important, comme ce fut celui du 14 juillet 2011, il y a un grand moment, vous avez vu les événements des 21-23 juin, et donc il était entré dans un silence éloquent. On parle de l'éloquence du silence. Il fallait maintenant s'adresser et prendre la parole en public. Le format qui a été trouvé, c'était réunir tous les élus locaux pour porter une parole. Ce jour-là, nous étions au Palais de la République
vers 11 h, j'ai été invité à participer à la mise en forme du discours, au même titre que plusieurs autres personnes. Je les développe ici, dans le titre, vous allez retrouver. Et nous avions fait 12 pages. Déjà, c'était trop. Mais on ne peut pas prévoir l'imprévu. Tant que le discours était bien nettoyé en français, ça passait. Mais M. Wade, devant son public, acquis à sa cause. À la question des journalistes, il répond « Mawahan Waket ». Donc, sur le champ, il est applaudi, c'est une belle trouvaille. C'est ça le facteur X. C'est le suicide en plein bonheur. Cette petite phrase, je disais à l'entame de mes propos d'ailleurs, un mot tout est sauvé, un autre mot tout est perdu. Et c'est ce mot qui va nous suivre comme un boulet, ce mot qui a préfacé un peu la défaite future. Donc, en vérité, la parole gouverne le monde. Les mots sont des puissants vecteurs. Les mots peuvent tuer, les mots peuvent guérir. L'Afrique est oralité, c'est la source de la parole, c'est le cœur de la parole. Et donc dans cette oralité, la parole est sacrée, elle lie l'homme comme les cornes lient nos bœufs, nous les peuls. Et c'est stratégique d'inscrire sa parole dans une forme de stabilité, de sanctuarisation. Et c'est pour cela qu'il n'y a rien de plus difficile que de prendre la parole. Il n'y a rien de plus facile que de prendre la parole. Il y a beaucoup de dirigeants qui parlent, qui s'adressent à la population, mais ils ne sont pas entendus. Pourquoi? L'empathie. Je ne voudrais pas désanimer certains hommes politiques. C'est ça l'empathie. L'empathie, c'est la qualité qui permet à l'autre d'être dans une disposition d'esprit pour sortir et décrypter le message que le public attend de lui. Parce que je le disais tantôt, le public est coproducteur de votre discours. Puisqu'il participe à la rédaction de votre discours, par le regard, par l'écoute, par les applaudissements. C'est un acteur central du jeu. Est-ce que cette empathie, elle est due quelque part à la personnalité de celui qui parle, à son physique, à sa façon de parler, ou bien à sa façon d'être? Est-ce que là, est-ce que cette empathie des populations est due à la personnalité de l'homme politique qui parle, à son physique, à sa personnalité, à sa façon de dire les choses? Tout ça, y compris l'humour, à sa façon de déstabiliser, d'être lui-même dans son authenticité. Et l'empathie, c'est ce qui fait que lorsque vous parlez, vous vous tenez compte de ce que l'autre veut entendre et vous tenez compte de ce que vous voulez faire passer comme message. Et c'est la rencontre de ces deux éléments fondamentaux qui crée une sorte de loi du cercle entre vous, et celui-là, il porte le message que moi j'attends de lui. Il est digne d'être écouté. C'est également l'authenticité, la posture. Il y a des postures, avant même de prendre la parole, la posture d'excellence, la façon de se mettre devant le public, fait que vous dégagez beaucoup d'assurance. Vous savez, la compétence ne compensera jamais le manque de confiance. Avant de prendre la parole, dès qu'on vous voit venir, on vous juge. On vous a déjà donné des points. Le public a besoin de quelques fractions de secondes pour vous résumer. Dans votre démarche, il sait si vous êtes timide, sûr de vous, stressé ou pas. Il sait si vous êtes porteur d'un message, si vous êtes convaincu. Vous ne pouvez pas être convaincant si vous n'êtes pas convaincu. C'est ça qu'il attend. Non signé, opinioni facundia. Tant que vous n'êtes pas convaincant, vous ne serez pas convaincu. Et tant que vous n'êtes pas convaincu, vous ne pourrez pas convaincre. Donc, en vérité, le public, ce qu'il cherche, c'est votre force de persuasion et votre force de conviction. Ça passe par le silence, le regard, la verticalité, les nuances de la voix qui vont refléter les nuances de la pensée. Il y a eu beaucoup de personnes qui bégayaient, qui ne devaient pas parler. Mais à travers des techniques que vous avez pu leur apprendre, elles ont pu avoir confiance en elles. D'abord, première révélation, le président Léopold Sédar Senghor était un bègue. Je parle de notre défunt confrère Amadou Mbaye-Loum dans ce livre. Mais par la technique du silence, une fois de plus, pour lui, sa ponctuation orale est sans tâche. Il a une fabuleuse diction parce que pour lui, silence et respiration.
Ce n'est qu'en copiant qu'on devient original. Et dans cela, Idrissa Seck, c'est la même chose. Donc, François Hollande, bec 2e, 3e degré, on a multiplié les Winston Churchill. Alors, ils ont appris à respirer, ici à l'école d'art oratoire, cette technique-là, et ensuite à respecter la ponctuation orale pour bien parler. En général, ces grands orateurs, ces grands becs de l'histoire, ou les becs qui viennent ici, on ne soigne pas le bégaiement, soyons clairs. On permet à des gens qui ont un léger trouble de bégaiement, il y a au moins 6 troubles d'élocution, le bégaiement, le grasseyement, le zézaillement, tout ce que vous voulez. On leur apprend à sortir le mot sans dérailler, entre guillemets, dans l'articulation. Donc c'était un moment de combinaison entre la respiration et le mot qui ne fait pas peur. Et ça, c'est avec la technique du crayonnage qu'on le fait? Exactement, la technique, vous l'avez bien lu, la technique du crayonnage et la technique également de l'exercice de la paille. C'est la respiration. C'est un livre qui est une somme de connaissances et d'exercices pratiques. Ça a une valeur didactique, pédagogique, donc il y a beaucoup d'exercices et ceux qui liront le livre vont découvrir tous ces secrets, ces trucs et astuces pour permettre d'aller au-devant. Parce qu'il y a 3 choses qui représentent les plus grandes peurs pour les humains. C'est la peur de mourir, c'est la peur d'une attaque terroriste, c'est aussi la peur de prendre la parole en public. Vous voyez le battement du cœur, les sueurs, les yeux embués, les nœuds dans l'estomac, parce qu'on vous a demandé de prendre la parole. Et tout ça, nous avons des formateurs, une douzaine, qui sont des maîtres de la prise de parole, des maîtres étalons de l'image, de la ponctuation, du discours, et qui sont là pour appuyer les leaders et les managers. Donc ce sont ces enseignements que nous avons essayé de coucher sur plus de 250 pages pour démocratiser la prise de parole en public. Il n'est pas donné à tout le monde de venir suivre des formations d'un mois, de 2 ou 3 ou de 12 mois, et de 12 jours. Et donc ce livre-là, qui est à hauteur du public, permet au moins d'avoir les éléments de base, les rudiments pour prendre la parole en public. Maintenant, le reste, il leur appartient de s'exercer. Même quand vous avez le talent, il faut continuer parce que le talent sans la pratique est inutile. Cheikh Diallo, merci de nous avoir reçus à ITV ici, qui est venu vous chercher, vous trouver chez vous, pour discuter avec vous de votre dernier livre, La parole gouverne le monde. C'est un traité d'éloquence. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir. Merci.